Bonjour à tous, bienvenue dans cette session des Journées européennes 2021 qui sont, pour les raisons que vous connaissez, un petit peu particulières. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais co-modérer avec Thomas Modine de Bordeaux cette session intitulée « Quand le cœur balance entre chirurgie cardiaque et ta vie » organisée avec le concours de Métronic. Et j'ai le plaisir d'avoir deux orateurs. Alors pour que la discussion soit bien équilibrée, on a la chance d'avoir Olivier Bouchot de Dijon et Laurent Drogoul de Nice, qui vont nous permettre d'avoir deux visions peut-être plus chirurgicales et cardiologues interventionnels de la situation 2021 sur les indications du TAVI. Donc sans plus d'introduction, c'est avec plaisir que je laisse la parole à Olivier Bouchot de Dijon pour nous parler finalement. Aujourd'hui, en janvier 2020, Olivier, quels sont finalement pour toi, quels rétrécissements aortiques restent les meilleurs candidats à la chirurgie ? Bonjour, je vais essayer de vous présenter la place actuelle de la chirurgie de remplacement valvulaire aortique compte tenu de l'évolution des pratiques du TAVI. Mes liens d'intérêt en relation avec le centre de formation du remplacement valvulaire aortique par mini-thoracotomie au CHU de Dijon. Est-ce que la chirurgie du remplacement valvulaire aortique se contentera des contre-indications TAVI? Pour l'instant, et pour encore quelques temps, non. Et je vais essayer de vous démontrer pourquoi. En effet, actuellement, on se base sur les recommandations européennes de 2017 pour la chirurgie valvulaire aortique, avec un âge d'implantation du TAVI au-delà de 75 ans et de la chirurgie qui reste supérieure pour les patients en dessous, ou pour les patients avec des contre-indications au TAVI, ou alors pour les patients avec des pathologies associées comme les coronaropathies ou d'autres valvulopathies qui restent chirurgicales. Toutefois, ces recommandations évoluent puisqu'on voit que dans les recommandations 2020 américaines, l'âge des TAVI est descendu entre 65 et 80 ans avec une discussion qui doit être faite et basée sur la longévité des patients et la durabilité de la valve. Par ailleurs, je n'omettrai pas la recommandation qui avait été faite en avril 2020 par la CMEDIS sur la valve SAPIEN 3 avec une autorisation d'implantation pour les patients au-delà de 65 ans. Jusqu'alors, le RTIM était prépondérante. Elle devrait encore devenir de plus en plus prépondérante puisque la discussion devra porter sur le choix des deux types d'interventions pour les patients à risque intermédiaire ou pour les patients à bas risque. Il faudra bien sûr prendre en compte l'âge des patients, leur activité physique, les comorbidités comme c'est déjà fait actuellement, mais surtout, il va falloir essayer d'évaluer la qualité de vie des patients et surtout leur espérance de vie pour leur apporter la meilleure qu'ils puissent avoir en fonction du traitement. En effet, même si les succès techniques sont indéniables du TAVI, surtout avec le screening préopératoire des patients, on est confronté à un certain nombre d'inconvénients. Le premier est les fuites paravalvulaires, car même si elles sont faibles, elles sont relativement importantes, entre 30 et 40% dans tous les rapports, avec un certain nombre de fuites qui vont être plus sévères. Et ces fuites qui vont être modérées ou sévères vont avoir un impact très rapide sur la mortalité des patients, comme on peut le voir dans ce papier. Mais malheureusement, même les fuites minimes vont avoir sur le long terme, à 5 ans, un impact sur la mortalité. L'autre problème que l'on rencontre avec les pacemakers, avec les TAVI, c'est l'implantation des pacemakers et les troubles de conduction. En effet, les rapports montrent une nécessité d'implantation de pacemakers entre 6 et 17% dans ces deux études, mais on va rapporter plutôt des taux de pacemakers entre 10 et 15% pour l'ensemble des données. Quand on compare ces données à la chirurgie, qui sont relativement élevées dans ces études, on a souvent des taux d'implantation de pacemaker à 3%. Par ailleurs, le trouble de conduction à type de bloc de branche gauche est relativement fréquent, beaucoup plus qu'en chirurgie. Malheureusement, quand on regarde dans cette méta-analyse sur 50 000 patients avec des données à 1 an, l'implantation de pacemaker et l'apparition de blocs de branche gauche vont avoir un impact sur la mortalité des patients déjà à 1 an. L'autre chose, c'est que vouloir implanter des TAVI chez les patients de plus en plus à bas risque et donc avec des âges de moins en moins importants va entraîner la rencontre de valves bicuspides et la nécessité d'implanter des TAVI
dans ces valves bicuspides. Dans nombreux rapports, le succès technique est au rendez-vous, mais malheureusement, il faut aller un peu plus loin et regarder le taux de fuite paravalvulaire qui est très variable en fonction du type de calcification que l'on va avoir sur la valve bicuspide. En effet, plus la valve va être bicuspide, plus on va avoir des risques de fuite paravalvulaire avec plus de 40% dans les valves extrêmement calcifiées. Ceci va avoir un impact sur la mortalité des patients qui va être rencontré assez rapidement dans les valves extrêmement calcifiées. Et donc, probablement, ces patients-là devront être exclus des implantations de TAVI. Et donc, le screening de ces valves avec les scanners préopératoires et l'analyse par la Heart Team va être fondamental pour ne pas inclure ces patients dans des cohortes de TAVI. Par ailleurs, il nous faut regarder la durée de vie et l'espérance de vie des patients, puisque même si les résultats initiaux à 2 ans de partenaires étaient encourageants avec une mortalité moins importante, non significativement par rapport à la chirurgie, on s'aperçoit qu'à 36 mois, en fait, il y a un croisement des courbes avec, à 5 ans, une mortalité des TAVI qui devient supérieure à la chirurgie. Et on peut imaginer que quand ces courbes vont se prolonger à 10 ans, elles vont encore s'éloigner l'une de l'autre. Ces données avaient été déjà montrées sur un papier par l'équipe lyonnaise, puisqu'ils avaient analysé à peu près 800 patients sur des données PMSI en les appareillant entre TAVI et remplacement valvulaire aortique. Et très rapidement, on s'aperçoit qu'il y a une différence qui devient significative à 5 ans en termes de mortalité entre la chirurgie et le TAVI. En conclusion, est-ce que la chirurgie de la valve aortique n'est que pour les contre-indications? Non, puisque en fait la chirurgie standard montre moins de pacemaker, moins de blocs de branche gauche, moins de fuite paravalvulaire et donc une meilleure survie des patients à moyen terme et donc probablement encore une meilleure survie à long terme. Je n'ai pas évoqué dans cette présentation la durabilité des valves, puisque la durabilité des valves chirurgicales est maintenant très bien établie pour la plupart des valves, avec des données à 15 ans ou 20 ans pour certaines valves. Et alors que pour les TAVI, il est difficile d'avoir des données à moyen et à long terme, compte tenu de l'ancienneté de ces TAVI et surtout des survies des patients qui sont relativement faibles compte tenu de l'implantation chez les patients à haut risque dès le début de la technique. Par ailleurs, je pense que la chirurgie, elle est souvent évoquée par sternotomie. Je pense que l'avenir de la chirurgie, notamment de la valve aortique, passera par des voies mini-invasives, que ce soit par mini-sternotomie, mais surtout par mini-thoracotomie droite, qui permettent une meilleur confort post-opératoire des patients et une meilleure récupération. Et on pourra associer l'ensemble de ces techniques à des techniques de réhabilitation rapide qui vont permettre une meilleure récupération chez les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour effectivement ce topo très clair qui semble finalement faire un état des lieux parfait là, de janvier 2021 qui montre bien que très clairement il reste une place importante pour la chirurgie. J'avais simplement une question à te poser Olivier. Est-ce que, compte tenu de cette modification finalement des pratiques, pendant des années, on a staffé les patients candidats au TAVI. Est-ce que tu ne penses pas qu'en 2021, il serait temps de faire des staffs, pas forcément des staffs TAVI, mais des staffs sténose aortique, pour qu'également des bons candidats au TAVI ne passent pas parfois dans le bras chirurgie? Alors, tout à fait. Je pense que c'est l'évolution de la spécialité. Je pense qu'effectivement, il va falloir que tous les patients valvulaires, à terme, on parle bien sûr de la sténose aortique, mais plus tard, on parlera aussi de la valve mitrale. Je pense que compte tenu maintenant du panel de thérapeutiques qu'on va avoir, ça va être de choisir le bon traitement pour chaque patient et l'adapter à chaque patient. Je pense que malheureusement, comme le patient, finalement, il faut le prendre dans son ensemble. Ce n'est pas simplement l'âge et sa maladie, c'est vraiment les comorbidités du patient, c'est son désir de vie qu'il a et surtout son espérance de vie. Et je pense qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments, l'équipe devra pouvoir proposer le meilleur traitement.
La seule chose qui est un petit peu encore limite, c'est le recul de chacune des techniques, puisque effectivement pour la chirurgie, on a un recul qui est très long maintenant, mais pour les nouvelles techniques, on est encore un petit peu limité dans ce recul. Et donc, je pense que pour l'instant, effectivement, on veut avancer assez rapidement dans ces nouvelles techniques pour le bénéfice du patient, mais il faut rester encore prudent et je pense que la discussion que l'on doit avoir doit être aussi impactée par les connaissances que l'on a actuellement sur l'évolution de cette technique. Merci Olivier. Je pense que après la présentation du second orateur, on aura largement l'occasion de débattre sur ce sujet d'actualité qui est très très important, tel introduit par Thomas. Le second présentateur est le docteur Laurent Drougoul de Nice, qui est très connu pour ses performances en TAVI, et je pense que sa présentation va replacer un peu le débat au centre, de manière à trouver un équilibre entre les deux techniques. Laurent, c'est à toi. Bonjour à tous, je tiens à remercier l'organisation des Journées européennes de la Société française de cardiologie de m'avoir invité à présenter ce topo qui va essayer de vous démontrer qu'en 2020, le traitement du remplacement de la valve aortique, quand elle est rétrécie ou quand elle dégénère, c'est le TAVI. J'ai des conflits d'intérêts que vous voyez ici. Avant de débuter ce topo, il faut savoir qu'on va se comparer à la chirurgie cardiaque. Mais on va comparer un TAVI, une intervention percutanée relativement simple, à une chirurgie qui va être faite sous circulation extracorporelle. Donc, on parle de quoi là? Là, vous avez l'installation d'un patient pour un TAVI qui est tout à fait simple. Vous avez un petit abord fémoral pour le contrôle angiographique. Vous avez la stimulation percutanée qu'on fait maintenant, 100 mètres de son entraînement, et vous avez l'abord fémoral qui se fera ici. On ponctionne sous épaule. Donc, c'est très, très simple. Vous avez ici ce qu'on fait pour une chirurgie cardiaque, c'est la cisternale. Vous voyez que c'est un petit peu plus agressif que ce qu'on peut faire pour un TAVI. Et vous avez ici le patient le soir même de la chirurgie cardiaque, vous voyez tous les drains, etc., etc. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Et là, vous avez une personnalité très, très célèbre. Vous la voyez une semaine après son TAVI en train de danser et de répéter. Alors, sur l'article, ils ont mis que c'était une chirurgie, mais en fait, ce n'est pas une chirurgie. C'était bien un TAVI. Donc, on va essayer de comparer une technique qu'on peut juger un petit peu plus invasive à une technique extrêmement légère. Donc, l'argument, on peut donner tout ce qu'on veut, c'est quasi déjà pas comparable. Voilà, donc là, vous avez toutes les études des dernières années qui sont attachées à étudier, à comparer la chirurgie et le TAVI avec des patients à très, très bas risque pour les dernières, Evolute Low Risk et Partner 3. Vous avez les recommandations ici qui ont été éditées en 2017. Donc, pour ce qui est de la chirurgie, elle reste indiquée chez des patients à bas risque chirurgicaux. Pour ce qui est le TAVI, en 2017, ils nous ont autorisé à traiter des patients à risque intermédiaire, donc un neuroscore à 4%. Pour le bas risque, on n'avait pas encore d'argument et on devait aller à la chirurgie. Donc, c'était en 2017. Où en est-on en 2021? Les choses ont rapidement évolué et le TAVI a pris encore beaucoup, beaucoup plus de place qu'il y a 4 ans. Là, je vous ai remis ce qui nous avait été présenté en 2017. Donc, ce sont des tableaux qui permettent d'orienter le patient vers la chirurgie ou vers le TAVI. Donc, vous voyez ici qu'un patient risque bas, c'est-à-dire avec un neuroscore à 4, inférieur à 4, partez vers la chirurgie. Un neuroscore supérieur à 4, plutôt en faveur du TAVI. Il y avait l'âge qui rentrait également en considération. Donc, pour ce qui est du bas risque, vous voyez que l'étude ici avec la valve Edwards chez des patients à bas risque a montré un bénéfice en faveur du TAVI contre la chirurgie. Et vous voyez qu'il y avait une amélioration très nette sur les symptômes et sur la qualité de vie comparée à la chirurgie. Vous avez ici l'étude low risk chez les patients avec la valve auto-expandable, donc c'est la valve core valve. C'est le même genre d'étude. Vous voyez qu'également avec cette valve, il y avait d'excellents résultats. C'était une étude de non-infériorité à la chirurgie et vous voyez que ça fait presque mieux que la chirurgie cardiaque sur plusieurs arguments et notamment un argument qui était assez bon, alors c'est que 2 ans, mais sur la durabilité avec des gradients qui sont extrêmement faibles à 2 ans. Donc, on peut déjà probablement effacer de ces recommandations le bas risque et l'orienter vers la chirurgie. L'âge ne devient plus du tout un argument au vu de la facilité technique qu'il y a maintenant à faire un TAVI.
D'autres critères nous permettaient de choisir. Et vous avez ici un des critères qui était l'abord transfémoral. C'est vrai qu'au début du TAVI, on n'arrivait pas très souvent à faire un abord transfémoral. En tout cas, il y avait des abords transfémoraux qui étaient difficiles et on devait partir sur des voies caroticides ou sous-clavières de façon, on va dire, assez fréquente. En fait, tout ça est en train de s'effacer sur les derniers registres. Et ici, vous avez le registre France TAVI. On voit très bien que sur 12 000 patients TAVI traités en France, vous en avez quasiment 10 000 qui ont pu avoir un abord transfémoral. Et les abords dits secondaires, carotides sous clavier, sont beaucoup, beaucoup plus rares. Et c'est en train de diminuer très nettement. Maintenant, avec la taille de diminution des isolés pour implanter les TAVI, on arrive à quasiment tout faire par voie fémorale. J'en veux pour preuve sur l'étude Barisk, donc avec la valve Corvalve, vous avez 99% des abords qui ont été faits par voie transfémorale. C'est d'autant plus vrai que les patients à bas risque ont souvent des axes beaucoup plus simples pour l'abord fémoral et de meilleure qualité. D'autant plus que maintenant, on peut traiter très facilement d'éventuelles complications sur les abords fémoraux par des stents couverts. Et en plus, on peut maintenant les implanter par voie radiale avec l'abord secondaire. Donc, on n'est plus obligé de ponctionner les deux fémorales pour faire un TAVI. Et si on doit stenter, on peut tout à fait le faire par voie radiale avec du matériel adapté. Donc, vous voyez que le fait qu'un patient ait des abords difficiles est en train vraiment de diminuer en faveur du TAVI, puisqu'on arrive très souvent à passer par voie fémorale. Voilà, là, vous avez d'autres arguments en faveur du TAVI, bon, les irradiations, les ordres porcelaines, etc. C'est des choses qui sont assez connues. Donc là, il y avait pas mal ici d'items dans cette diapositive qui étaient en faveur d'envoyer un patient vers la chirurgie. C'était les pathologies associées à la valve aortique. Je parle notamment des atteintes de la bicuspide, etc. ou on va dire, des anatomies un petit peu difficiles, notamment la taille de l'anneau. Et on arrive maintenant avec les nouvelles valves qui arrivent. Je parle par exemple de la Corvalve 34 mm. On arrive à traiter des anneaux très, très larges. Et avec, par exemple, une Corvalve Evolute Pro de petit diamètre, on peut traiter des diamètres petits. Donc, tout ça aussi, c'est en train d'être de moins en moins vrai. Également avec la valve Edwards. Vous avez ici cette étude qui s'est attachée à montrer qu'on pouvait traiter des anneaux très, très larges. Vous avez 5 patients avec des anneaux à plus de 30-31 mm qui ont pu être traités par TAVI avec une valve de 29. C'est aussi valable avec la Corvalve 34 mm. Donc, les anneaux larges, ce n'est plus un problème et on peut faire confiance aux industriels pour développer du matériel adapté. La bicuspidie est un argument qui tient de moins en moins aussi. Vous avez ici une analyse de plusieurs études de bicuspide qui ont été traitées par TAVI et vous voyez qu'avec les prothèses de deuxième génération, on a des taux de succès de traitement des bicuspidies à 95%. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir effacer probablement assez rapidement certains arguments. La taille de l'anneau ne sera plus un problème pour le TAVI. Et également, la bicuspidie est quelque chose encore qui est de moins en moins un problème pour envoyer un patient vers un TAVI. D'autres arguments, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'association de pathologies associées sur la valve mitrale ou par exemple sur la valve tricuspide ou bien la présence d'une cardiomyopathie hypertrophique associée au rétrécissement aortique. Là, vous avez une étude qui montre qu'on peut tout à fait, dans le même temps, traiter un patient par TAVI et par exemple lui implanter un MitraClip ou une intervention sur la valve mitrale avec des taux de succès qui sont très importants et d'autant plus que maintenant les cours d'apprentissage sont passés et la majorité des opérateurs TAVI font très bien des interventions aussi sur la mitrale et on peut combiner les deux. C'est également valable pour la valve tricuspide. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on arrive maintenant à traiter les fuites tricuspides avec des techniques de MitraClip par exemple, ou de TriClip avec des efficacités de plus en plus grandes. Pour la cardiopathie hypertrophique, moi, je pense que ça fait très longtemps qu'on sait qu'on peut traiter ça de façon percutanée, avant ou après TAVI si besoin. Donc, vous voyez qu'on peut ici aussi effacer des arguments pour la chirurgie cardiaque, que ce soit une pathologie mitrale associée, une pathologie tricuspide ou bien la présence d'une cardiomyopathie hypertrophique. Le dernier argument qui va un petit peu contre la TAVI, c'était la durabilité des prothèses. Sur les études de TAVI chez des patients à risque intermédiaire, on a des reculs qui vont maintenant jusqu'à 5 voire 8 ans, où on a une très bonne durabilité des prothèses, notamment avec des prothèses qui fonctionnent en supra-annulaire comme la Corvalve. Et vous voyez ici des TAVI qui ont été implantés il y a plus de 10 ans. Les patients, certains ont suivi à 10 ans. Et vous voyez ici le gradient chez cette patiente à 13 ans. Il est à 13 mm, 10 ans plus tard, donc tout à fait satisfaisant. Donc, il y a des arguments pour dire que ça dure longtemps. Donc, en conclusion, est-ce qu'il y a encore une place pour la chirurgie? La réponse est oui. Je vais être un petit peu provocateur, mais je pense qu'il y a une place pour la chirurgie quand on ne peut pas faire un TAVI à un patient. Je vous remercie. Laurent, merci pour cette excellente présentation.
un peu de provocation cependant dedans. Il est important quand même de rappeler la trajectoire de l'évolution et des progrès des techniques en ta vie, mais on ne peut pas ignorer quand même les limites. Et je sais que tu as fait un gros focus sur les points forts du TAVI, mais tu n'as pas beaucoup parlé des limites du TAVI. Je voudrais l'entendre de ta bouche en tant que cardiologue interventionnel. Bon, merci Thomas. Oui, j'ai volontairement forcé le trait un petit peu pour être un peu provocateur en essayant de faire des pseudo-recommandations dites 2021. Mais on va rester tout à fait objectif. Il y a des patients qui sont très, très difficilement faisables en TAVI, voire quasi impossibles. Bien sûr, les anneaux très, très larges. On a, à mon avis, deux pierres d'achoppement, mais on pourra en discuter plus tard. C'est les bicuspidies avec des formes de bicuspidie extrêmement complexes à traiter. Et c'est chez les patients à bas risque, puisque j'ai insisté là-dessus, ça va être une éventuelle évolution, une coronaropathie ultérieure et l'accès au coronaire pour les valves. Donc, bien sûr qu'il y a des mauvais candidats au TAVI, mais j'ai forcé le trait parce qu'effectivement, quand on voit maintenant un patient pour un TAVI, mais qui a d'autres pathologies associées, on sait qu'on pourrait presque tout traiter en percutané dans certains cas. Mais oui, tu as raison. Ouais. Laurent, une petite question finalement très pratique. C'est vrai qu'avec des messages très positifs, et tu sais que je partage une grande partie de ton topo, on est parfois confronté à des mauvais candidats, comme tu le dis, au TAVI, mais qui arrivent avec l'idée d'un TAVI, à qui le cardiologue traitant a vendu l'idée du TAVI, et chez qui c'est extrêmement compliqué de faire demi-tour. Est-ce que tu ne penses pas qu'on a aussi une mission d'éducation finalement à faire un peu auprès de nos correspondants pour pas trop aiguiller trop vite les patients, parce qu'après, je trouve qu'on se retrouve dans des problèmes humains parfois très compliqués à gérer avec les patients et les familles. Ouais, c'est de plus en plus fréquent où le cardiologue pose souvent lui-même l'indication de TAVI et on se retrouve avec à faire une coronarographie, un billet qui arrive comme ça à l'hôpital ou dans une clinique. Bilan pré-TAVI, le patient il a 72 ans, zéro comorbidité et il pense qu'il vient pour faire sa coro et le lendemain qu'il va avoir un TAVI. Donc c'est extrêmement fréquent comme situation et je pense que là il faut qu'on joue notre rôle. On ne peut pas être à la fois ceux qui faisons le geste, posons l'indication, surveillant le patient, comme on ne peut pas voir le faire avec les coronaires. Donc, c'est ce qu'on nous a reproché pour les coronaires. Voilà. Donc, il faut vraiment rappeler quand même qu'il y a des complications du TAVI et que ce n'est pas anodin, surtout chez des malades à bas risque, de partir là-dedans. Tu as complètement raison. Donc, c'est l'occasion de ce congrès. Hein. C'est un congrès généraliste pour les cardiologues. Il faut qu'ils aient en tête que le TAVI doit être discuté une fois qu'on a fait tout le bilan pré-TAVI, et notamment le scanner, parce qu'on peut se retrouver avec des difficultés techniques qu'on ne peut pas voir juste à la consultation et à l'échographie du patient. Bien sûr. Excellent. Moi aussi, je voudrais poser la question à Olivier. Le TAVI a fait énormément de progrès et il a poussé aussi la chirurgie dans ses retranchements, qui a également évolué et fait beaucoup de progrès. Tu es un des leaders de la chirurgie mini-invasive aortique, Olivier, mais il faut quand même rappeler que les chirurgiens ont été forcés d'améliorer leur technique, d'arrêter d'utiliser des valves dont la durabilité n'a pas été prouvée, tel qu'on le reproche au TAVI aujourd'hui. Et je pense à ce sujet-là, il faut que la chirurgie fasse un pas vers ce type d'évolution. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ? C'est évident, c'est-à-dire que si... c'est une évolution logique, c'est-à-dire que je pense que la chirurgie mini-invasive, en fait, c'est le TAVI, c'est évident. Mais nous, on doit pouvoir proposer aux patients, parce que je pense qu'il n'y aura pas que les patients contre-indiqués au TAVI qui finalement on va opérer, parce que je pense quand même, et on aura surtout des patients plus jeunes, souvent actifs, avec des formes de bicuspidie un peu complexes, et je pense qu'il faut qu'on arrive à leur proposer une alternative qui leur permette d'avoir un post-opératoire qui est beaucoup plus simple à gérer et une agression chirurgicale qui est moins importante. Il y aura toujours la circulation extracorporelle, on est d'accord, mais compte tenu que cette chirurgie qui existe depuis longtemps amène d'excellents résultats, je pense qu'il faut qu'on puisse arriver à ces mêmes résultats par des voies mini-invasives chirurgicales. Alors ça, c'est notre côté aux chirurgiens, à former nos équipes chirurgicales pour évoluer dans ce sens-là. À la terme, de toute façon, pour moi, il n'y aura pas que les patients contre-indiqués au TAVI, mais il y aura certainement des patients pour lesquels le TAVI n'aura pas montré une longévité ou alors avoir des taux de pacemaker relativement élevés avec des risques de complications de pacemaker chez les patients jeunes.
Parce qu'on pourra poser la question aux patients, finalement. Il n'y a pas qu'un problème technique, il y a aussi vivre avec un pacemaker, avec le risque d'avoir un pacemaker quand on a 60 ans, ce n'est pas la même chose que quand on a 80 ans. Et aussi, si on a une bicuspidie avec une mauvaise forme, avec un risque de fuite paravalvulaire, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne indication. Et c'est là où l'AirTeam aura vraiment son importance. Et nous, derrière, en tant que chirurgien, on doit pouvoir proposer une alternative et pas comparer le TAVI à la sternotomie. Même si beaucoup de chirurgiens qui fonctionnent encore comme avant disent qu'ils ont d'excellents résultats avec la sternotomie, c'est évident. Hein. Mais je pense que chez des patients actifs et qui demandent une récupération rapide, je pense que ça va dans ce sens-là. Et Laurent, pour rebondir sur ce que disait Olivier, par exemple, pour le pacemaker, c'est vrai qu'on va traiter des patients à la fois de plus en plus jeunes, mais je trouve que l'âge en soi, c'est pas forcément le bon critère, mais on va dire avec une espérance de vie de plus en plus longue. Et on a l'impression que finalement, on a commencé le TAVI en pensant aux 2-3 ans qui suivaient l'intervention, alors que maintenant, presque, on va faire des TAVI chez des patients jeunes en pensant au coup d'après. C'est-à-dire, finalement, à la possibilité de faire un valve-in-valve, et parfois même, on a déjà vu des stratégies en 3 fois, c'est-à-dire faire TAVI, puis chirurgie, puis valve-in-valve. Tu ne penses pas que c'est vraiment, enfin pour les cardiologues qui nous regardent aujourd'hui, c'est vraiment une évolution capitale finalement dans nos stratégies de TAVI? Ouais, tu as complètement raison. Je voudrais quand même dire, pour ce qui est pacemaker, tout ça, c'est que des écueils techniques. L'accès au coronaire, les pacemakers, c'est un problème de 2020, 2021, mais c'est un problème qui sera résolu. On a des nouvelles techniques d'implantation maintenant des valves qui permettent de faire chuter drastiquement le taux de pacemaker. Donc tout ce qui est technique, à un moment ou à un autre, on va y arriver à pouvoir les juguler. Mais après, ce qu'on ne sait pas, c'est la durabilité. On a une idée, mais on ne sait pas encore bien. Et effectivement, c'est la séquence chez des patients, je veux dire 60, 65 ans, 70 ans. Comment on va s'en sortir? Valve mécanique, valve biologique, TAVI, puis chirurgie, puis valve biologique, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les industriels ont souvent un petit peu d'avance sur tout ça et qu'ils sont déjà en train d'anticiper des TAVI dans lesquels on pourra refaire un TAVI. Mais là, c'est pour l'avenir. Mais je pense que tout ce qui est technique, notamment sur les pacemakers, on arrive maintenant à le résoudre assez facilement. Mais effectivement, la vision à long terme, on a beaucoup de travail à faire dessus. Laurent, on le résout, mais pas complètement. On n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est bien ou moins bien. Je pense que le mot-clé est de mettre le patient au centre de toutes ces discussions-là. Et comme Thomas le suggérait au départ, Olivier, discuter des avantages et des inconvénients des deux techniques, parce que ce sont deux options thérapeutiques qu'il va falloir manier avec beaucoup d'intelligence. Je pense aussi, par exemple, que les chirurgiens devraient arrêter de mettre des valves de petite taille chez des dames, alors que le TAVI, en implantant une valve en position supraannulaire avec une bonne hémodynamique, est probablement un des facteurs favorisant une longévité ou une durabilité telle qu'on peut l'espérer. Je pense que banaliser le pacemaker pour les gradients, ce n'est pas une bonne chose, comme pour nous, tout le monde, ce n'est pas une bonne chose. Et peut-être, Thomas, rebondir sur ce que tu dis. Finalement. Et puis, je finis par ça. Nous avons un registre récent. Vas-y, Thomas. Non, simplement pour rebondir sur ce que tu disais, finalement, ce qui ressort un peu de tout ça, c'est qu'il faut sans doute se mettre tous autour de la table. Et on sait qu'il y a une question brûlante actuellement, que l'HAS vient de trancher. C'est l'ouverture des centres non chirurgicaux. Alors, on pourrait discuter de ça pendant 2 heures. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est là tous les 4, on va dire 2 chirurgiens cardiaques assez hybrides et 2 cardiologues interventionnels, on a quand même l'impression qu'il va falloir, pour nos patients, prendre le meilleur des 2 techniques et pas être complètement dogmatique en essayant de faire en sorte que le TAVI continue à grappiller du terrain coûte que coûte. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous dans nos centres et c'est à mon avis une des clés du succès et du développement actuel du TAVI. Voilà. Et juste un mot, une petite précaution de chirurgien, je pense qu'Olivier la partagera. N'allez pas penser qu'explanter un TAVI est toujours simple. Quel que soit le type de valve, ça peut finir en transformant un remplacement valvulaire aortique simple en une intervention de Bentall ou autre chose. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère, encore une fois, en plaçant le malade au centre du débat. C'était un grand plaisir de co-modérer cette session avec mon ami et collègue Thomas Cuisset et d'écouter les mises au point d'Olivier Bouchot de Dijon et de Laurent Drougoul de Nice. Nous avons fait une session où nous avons placé le malade au centre des débats et partagé les points forts et les points faibles du TAVI ainsi que de la chirurgie. Je remercie la société Medtronic de nous avoir donné cette opportunité pour le compte des Journées européennes de la Société française de cardiologie.
Bonne année à tous. Merci.